Quand Marco Polo arrive en Chine, à la cour de l'empereur, le Grand Khan, il est surpris par la monnaie qui est alors en usage. Il découvre qu'on utilise du papier-monnaie, chose qui est totalement impensable en Occident. On est au XIIIe siècle. Et Marco Polo nous raconte cette découverte en disant la monnaie du Grand Khan n'est ni d'or, ni d'argent, ni d'autres métals. On se sert pour la faire de l'écorce intérieure de l'arbre qu'on appelle le mûrier, celui dont les feuilles sont mangées par les vers qui font la soie. L'empereur paye en cette monnaie ses officiers et ses troupes. Et il en paye tout ce qu'il a besoin pour l'entretien de sa maison et de sa cour. De sorte qu'il a fait d'une chose de rien beaucoup d'argent, et qu'on peut faire aussi beaucoup d'or et d'argent avec cette misérable monnaie. Alors, effectivement, Marco Polo est un marchand, donc pour lui, les échanges se font en pièces d'or, d'argent, de cuivre, c'est-à-dire des matériaux qui ont une valeur intrinsèque et qui se mesurent par leur poids. Alors que pour les Chinois, la monnaie, c'est quelque chose de totalement différent. Dès sa création, dès le VIe siècle, la monnaie est simplement un support d'échange, elle est en bronze, c'est pas un matériau précieux, c'est pas un métal précieux. Et donc, ce qui fait sa valeur, c'est la confiance. C'est la confiance qu'ont les différents acteurs du marché dans la valeur de cette monnaie, et c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. The story of the evolution of paper money starts like actually everything in China. L'histoire du papier-monnaie commence en Chine, comme presque tout d'ailleurs. En matière économique, nous avons tout copié sur la Chine. Leur papier-monnaie est beaucoup plus ancien que l'européen. En Europe, c'est Gutenberg et la presse à imprimer qui jouent un rôle fondamental. Sans imprimerie, pas de billets. Avec l'imprimerie, les gens s'habituent au papier. Il y a une papiérisation du monde européen au XVIe siècle. Im späten 17. und frühem 18. Jahrhundert kommt es in Europa zu an Des mehreren innovations Stellen zu apparaissent en Europe Innovationen, die uns à la fin einfach du zu dem XVIIe et au Geldsystem début führen, du das wir heute XVIIIe haben. siècle, qui sont les fondements de notre système monétaire actuel, was ja eigentlich ein un système de monnaie fiduciaire sous forme de monnaie bancaire. Geld zu bezahlen, das einfach auf Bankkonten liegt. Und Papiergeld ist im Aujourd'hui, Prinzip nur nous eine avons pris Variante l'habitude davon, de weil payer früher avec Banken l'argent eben, qui est sur notre compte bancaire, ihr Geld auf dont la monnaie Papierschutzscheinen fiduciaire n'est qu'une Banken variante. herausgegeben haben. Und das ist ja, muss man sich vorstellen, für Leute, die Les billets mit de Geld banque ont dans un eigentlich premier temps choqué ceux qui Metallmünzen, associaient Münzen l'argent à aus des pièces en Edelmetall, métal das ist précieux. erstmal eine ganz verrückte Ça semblait une idée Vorstellung. folle. Warum soll ich plötzlich bereit sein, Pourquoi mit devrais-je Papier zu utiliser du bezahlen, das papier an qui sich n'a en gar soi nichts aucune wert ist, wenn valeur, Geld doch alors que la eigentlich monnaie a une valeur etwas réelle lorsqu'elle est intrinsisch faite d'or ou Wertvolles ist, d'argent? oder meine Vorstellung von Geld zumindest eine ist, die aus Gold oder aus Silber besteht. Und eine dieser Innovatoren in dieser Zeit war Au eben zum XVIIIe Beispiel siècle, John Law innove en fondant des sociétés qui sont à l'origine de notre système monétaire actuel. das heute im Prinzip immer noch unser Geldsystem prägt, was John Law est le père de l'économie monétaire contemporaine. Ses théories sont vraiment le catéchisme du système de banque centrale tel que nous le connaissons. And John Law's one big idea was money so animates human Pour endeavor lui, la monnaie human anime energy, l'être humain. that if we issue Il people affirme with que money, si l'on en distribue au public, alone, cela créera en soi une dynamique entrepreneuriale qui fera avancer l'économie. entrepreneurial dynamic which will propel the economy forward. He didn't get a chance to articulate this or to affect this Il n'a pas pu mettre in his ses home idées en country of œuvre Britain. dans He son was a pays Scot, natal, l'Écosse, because he was also a murderer. He parce murdered qu'il a man était with accusé two. d'avoir So he tué had to quelqu'un starve dans un like duel. Lots of good stories about who murdered who, but be that as it may, he goes to Amsterdam. En 1714, il fuit à Amsterdam, où il apprend des Hollandais. The year is 1714. France is the biggest country À in Europe, l'époque, la France est le plus grand pays d'Europe, le plus peuplé, potentiellement le plus potentially the riche, richest country in Europe, and the most mais bankrupt. il est en faillite. So how did that happen? Comment est-ce possible? Because Louis XIV had just Louis died. XIV venait de And we know mourir. Louis XIV Il avait was dépensé partial sans to love compter palaces, pour construire des spending all his palais, money pour mener des and fighting guerres. wars. Il avait All ruiné very la expensive. France.
So when Louis XIV dies, France is bankrupt. John Law speaks to the Duke of Orleans. En attendant que Louis XV soit en âge de régner, le duc d'Orléans assurait la régence. John Law lui expliqua comment sortir le pays de ses mauvaises performances économiques et lui promit de rétablir la grandeur de la France. And I know once we liberate France from its dire economic performances, that France can be as great as it should be. So this sounded great. They said, okay, well, what are you going to do? Comment voulez-vous faire? Demanda le duc d'Orléans. Law répondit qu'il fallait créer une nouvelle monnaie et l'adosser à quelque chose qui aurait la confiance des gens, qui les passionnerait, qui les exciterait et briserait la spirale descendante des mauvaises performances économiques. We can break this downward spiral of economic underperformance. De quelle façon? Demanda le duc. On doit inventer une histoire passionnante. An exciting story. And John Law comes in and he says, why don't we issue paper money? Et John Law propose d'émettre du papier-monnaie pour résoudre ce problème de dette. Try to deal with the problems of debt for the sovereign, but also try to Il propose aussi de créer plus de monnaie pour développer l'activité économique et pour se dégager des restrictions imposées par l'or. More money rather than the restrictions that gold has. So John Law convainc le régent de créer ce qui est le prototype d'une banque centrale, la Banque royale. Bank Royale, and that bank starts to issue paper money. Et cette banque commence à émettre du papier-monnaie, qui est à l'origine convertible en or ou en argent, grâce aux réserves de la banque. And in parallel, John Law also sets up a Mississippi Company, as it was. Parallèlement, John Law crée la Compagnie du Mississippi, qui gère une colonie française en Amérique du Nord. Runs a French colony in the United States. Il persuade le régent et de nombreux nobles français d'investir dans cette société en achetant ses actions. Law veut convertir les obligations d'État en actions de cette société avec la promesse de rendements élevés. À mesure que le prix des actions grimpe, de plus en plus de gens veulent investir. Une sorte de folie s'empare alors de la France. Même la classe ouvrière, aussi pauvre soit-elle, veut participer à cette frénésie. C'est à ce moment-là que le mot millionnaire devient courant. Avec les actions, tout le monde peut devenir riche instantanément. C'est la promesse du papier-monnaie, que tout le monde puisse partager la prospérité, la croissance et les performances d'une entreprise qui réussit. Ces actions commencent à circuler avec d'autres billets. Un marché se crée pour en acheter et en vendre. Parallèlement, la Maison royale de France se désendette en jouant sur l'espoir de s'enrichir des actionnaires. La compagnie du Mississippi, elle, grandit. Surtout, l'idée de richesse qu'elle véhicule grandit. Et comme le prix des actions ne cesse d'augmenter, le roi doit mettre en circulation toujours plus de billets de banque nécessaires pour acheter les actions de la compagnie du Mississippi. So, what you got and you saw was the world's most spectacular stock market bubble. C'est la bulle la plus spectaculaire de l'histoire de la bourse. Plus l'action montait, plus la banque émettait de papier-monnaie, créant une bulle d'hyperinflation. So you're creating a hyperinflationary bubble within France. But of course, in the beginning, as all these cases are, au début, pour beaucoup, c'était de l'argent facile. Il y avait un boom économique.
John Law devint l'homme le plus riche du monde. C'était le Elon Musk de l'époque. Il parlait aux régents comme Elon parle à Trump. Il agissait dans son propre intérêt en donnant l'impression que la France se portait bien, même si en réalité, c'était une bulle qui était en train de gonfler et qui a fini par éclater. C'est fascinant qu'un an plus tard, les Britanniques ont fait quelque chose de similaire avec la bulle de la Compagnie des mers du Sud. C'était le plus grand compliment que les Britanniques pouvaient faire aux Français, les copier en matière financière. Et ça aussi, ça s'est effondré. Mais les Anglais en ont tiré les conséquences. Ils ont introduit des règlements et diverses règles sur l'actionnariat, mais ils n'ont pas rejeté la finance après ce krach, alors que les Français, eux, l'ont rejeté. Bon, en France, ça va mal se passer, on va en émettre trop, ça va faire faillite, et le roi, finalement, va réémettre de la monnaie métallique pour rembourser progressivement les créanciers du système de l'eau. Mais ça va amener la France à ne plus utiliser de papier-monnaie pendant assez longtemps. Et ce qui va gêner le développement économique français. Il va y avoir un manque de crédit, un manque de circulation monétaire dans le Royaume de France. Les Anglais prennent une position différente avec Walpole, qui était le Premier ministre à l'époque, et qui va en fait sauver le South Sea Company grâce au crédit de l'État, mais qui, ce faisant, ne va pas éliminer le concept de pilier de banque, qui va donc continuer à fleurir dans le Royaume d'Angleterre. C'est une des raisons de la divergence de performance économique entre l'Angleterre et la France. Une Angleterre qui va être donc plus dynamique, qui va gagner les guerres coloniales, qui va prendre les domaines français, la Nouvelle-France. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle anglais un peu partout et non pas français. Mais la monnaie a joué un rôle clé. Il y a eu insuffisance de crédit dans le Royaume de France. À la fin du XVIIIe siècle, la France avait un système fiscal qui était extrêmement primitif, sans doute pas plus évolué que celui des Sumériens 4000 ans auparavant. La Révolution française, qui vient en partie d'une révolte contre les impôts, est en fait le résultat d'un défaut d'innovation financière. À l'inverse, les Anglais ont continué d'innover et ils ont pu financer la révolution industrielle. Ce personnage extraordinaire qu'était Law n'est pas estimé à sa juste valeur en France, alors qu'il est le père de notre système monétaire actuel. Quand on regarde un billet de 5 livres sterling, on y lit une promesse quelque peu paradoxale. Je promets 5 livres au porteur de ce billet. Mais j'ai déjà 5 livres dans la main. C'est étrange, non? Imaginez que je prenne un billet de 5 livres et que je le regarde. Aujourd'hui, on y voit l'effigie du roi Charles et il est écrit « Je promets de payer 5 livres à celui qui me remet ce billet ». Je me demande alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un paradoxe. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est cette promesse? J'ai 5 livres en main, où vais-je avec ça? Chez Charles? Je frappe à la porte de Buckingham Palace. Charles, j'aimerais 5 livres. Il me répond alors que j'ai déjà 5 livres en main. Cela n'a aucun sens. Alors évidemment, à la première lecture, on se dit qu'on est quelque part entre Ubu et les Shadocks, dans la mesure où si on s'amène avec un billet de 5 livres devant la Banque d'Angleterre et qu'on lui demande qu'elle nous paye, on ne voit pas avec quoi d'autre elle va pouvoir nous payer qu'avec un autre billet de 5 livres, ou à la limite avec 5 pièces de 1 livre. Alors en réalité, c'est tout de même un petit peu moins absurde que ça n'en a l'air.
c'est une façon de garantir la valeur de ce billet, quelles que soient les circonstances où il est utilisé, quelle que soit la banque dans laquelle il est déposé ou retiré. Évidemment, la formulation, encore une fois, est un peu paradoxale, mais le fond de l'idée n'est pas aussi absurde. Il y a une vraie réalité derrière cette idée apparemment absurde. Und trotzdem verrät uns dieses Zitat. Cette promesse nous en dit long sur notre système monétaire. Einerseits ist es ein Relikt vergangener Tage. L'époque est révolue où la banque devait effectivement remettre autre chose aux personnes qui payaient avec ce billet. Par exemple, convertir ces 5 livres en 5 livres d'or ou d'argent. Lorsque l'on a commencé à payer avec de tels billets, et nous le faisons depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit, on pensait encore qu'il fallait rassurer les gens en leur affirmant qu'il y avait quelque chose de plus réel derrière ce billet, une valeur réelle qu'ils pouvaient obtenir en échange. Das könnt ihr euch abholen mit so einer Note. Ce billet de 5 livres qui promet d'être converti en 5 livres est une relique de l'époque où il y avait un lien entre le papier-monnaie et l'or. C'est un tribut au passé, même si je pense que plus personne ne se demande si c'est vraiment de la monnaie. Mais il y a 200 ans, si vous aviez montré ce billet de banque à un Britannique, il aurait demandé « Comment est-ce que je sais que ce morceau de papier me donne accès à ce que je considère être vraiment de la monnaie, autrement dit de l'or ?» Cette idée que la valeur de la monnaie serait fondée dans quelque chose qui lui serait extérieur comme un contenu métallique, en fait, est une idée erronée. Je soutiens que la monnaie est de nature autoréférentielle, c'est-à-dire qu'elle est le produit du groupe social qui, à un moment donné, élit un certain bien, un certain signe, une certaine dette comme étant l'expression de la valeur. Donc c'est l'acte, en fait, central du rapport monétaire, c'est cette élection par le groupe de la monnaie. Donc, en fait, la monnaie n'est rien d'autre que ce que le groupe marchand de ces producteurs va élire. Et donc, en effet, il n'y a pas de définition exogène, en quelque sorte, extérieure de la monnaie, puisque la monnaie ne vaut que parce qu'elle vaut, en quelque sorte. C'est ça que nous dit ce billet. C'est une réalité générale que les groupes sociaux sont capables de produire des réalités, des forces suprapersonnelles qui sont au-delà d'eux-mêmes. L'exemple que je peux donner, c'est l'exemple du drapeau et du régiment. C'est un cas dans lequel vous avez le régiment, donc un certain nombre de soldats qui ont certains types d'interactions. Eh bien, pour exister, ce régiment peut créer quelque chose qui va être le drapeau, et ce drapeau va avoir une efficacité qui lui est propre. Le drapeau ne vient pas, il n'est pas garanti par je ne sais quoi qui serait extérieur au régiment, il ne vaut que parce que le régiment l'a vu en tant que drapeau. Et il vaut énormément, puisqu'on sait que les soldats peuvent mourir pour lui, n'est-ce pas? Donc, comme s'il était extérieur, comme s'il avait une valeur en lui-même. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette valeur en lui-même? Elle vient simplement de l'élection par le groupe. It all comes from the basic idea that when a society à la base, quand une société choisit un étalon monétaire, elle doit déterminer comment cet étalon sera protégé par une institution. La Banque d'Angleterre a été fondée en 1696. C'était une idée complètement nouvelle. Au départ, elle était privée. Les riches Anglais pouvaient acheter des actions de cette banque qui ne sera nationalisée qu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'argent versé par les actionnaires au capital de la Banque d'Angleterre qui servait de garantie aux billets de 5 livres de l'époque. Il fallait que les gens soient convaincus que si j'ai donné ce billet pour avoir 1 ou 2 pintes de bière, eh bien, il était garanti par une institution, d'où la promesse figurant sur le billet.
Au départ, la livre était adossée à l'étalon or, mais c'est fini depuis bien longtemps. Il vaut 5 livres sterling parce que tout le monde veut bien croire que ça vaut 5 livres sterling. C'est un côté très très magique, ça. Et le principe de la monnaie fiduciaire, c'est précisément de ne pas avoir de valeur intrinsèque. Dans la monnaie fiduciaire, strictement, on entend les billets. C'est une monnaie qui n'a pas de valeur intrinsèque et qui puise sa valeur de la croyance que l'on a dans sa valeur, dans la confiance qu'on accorde à sa valeur. Et même si on définit d'ailleurs strictement la monnaie fiduciaire comme l'ensemble, la masse de billets, qui est une toute petite fraction de la masse monétaire, en fait, par extension, on peut quand même dire que toute monnaie est fiduciaire. Toute monnaie a bien sûr besoin qu'on lui accorde de la confiance. Elle n'est monnaie que parce que l'on veut bien croire que c'est de la monnaie, parce que l'on convient que c'est de la monnaie. Donc, toute forme de monnaie, au fond, est fiduciaire, même si, au sens strict, la monnaie fiduciaire désigne les billets. Ce n'est pas par hasard que la monnaie dite fiduciaire, même si toute monnaie est fiduciaire par essence, la monnaie de papier n'a pu exister qu'à partir du moment où les États-nations ont commencé à exister. C'est parce qu'il y avait une autorité politique capable d'instaurer cette confiance, au fond. Et la reconnaissance de la valeur de ce billet est liée à la confiance qu'on a vis-à-vis du souverain, mais aussi vis-à-vis des co-citoyens. Et donc, je crois que c'est important de comprendre que la monnaie dépasse l'économique, en fait, et renvoie à des dimensions autres, comme la dimension des croyances, la dimension de la confiance, la dimension de la réputation et la dimension de la crédibilité.